bien, merci de votre accueil. Donc, je vais vous parler du site de Saint-Siméon-le-Stylite, site qui a été développé autour de la vie un peu merveilleuse de cet ascète et dans une région particulière que l'on appelle le massif calcaire de Syrie du Nord, qui est une entité géographique, un relief karstique très particulier et en même temps un frigidaire archéologique, une zone de réserve comme on en a vu ailleurs, avec des vestiges dont je vais vous montrer quelques images, très bien, très bien préservés, et une région où s'est développé au cours des 4e, 5e et 6e siècles notamment. Il y a eu une expansion démographique euh, et donc un enrichissement très fort et une région dans laquelle est née une forme de construction tout à fait originale et originelle, euh, euh, fondée sur les richesses locales. Et au fond, on a une sorte de préfiguration de ce que l'on appelle pompeusement maintenant le développement durable. Donc, une pierre calcaire, euh, très bon matériau de construction. Je vous ai mis, à titre d'exemple, une maison, enfin les vestiges d'une maison antique, comme il y en a des centaines et des milliers dans cette région. Et vous voyez, une construction aussi assez savante, donc qui implique le développement de technologies, notamment pour la métallurgie, assez avancées, où l'on construisait en assemblant des blocs de pierre minutieusement ajustés et posés les uns sur les autres comme du Lego, sans mortier. Une construction à sec. Voilà une autre vue très près du site dont je vais vous parler, vous montrant quelques maisons. C'est un village ordinaire. Et encore une vue de ce qui se, de ce qui s'est construit dans cette période 4e, 5e et 6e siècle. Et là, cette maison est vraisemblablement du 6e siècle, donc contemporaine ou légèrement postérieure au site dont je vais vous parler et que l'on voit, j'ai la souris, que l'on voit au loin ici. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le sanctuaire de Saint-Siméon-le-Stylite, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, les méthodes de travail que l'on a mises au point pour étudier le monument. Et puis, compte tenu des améliorations technologiques dont nous avons pu bénéficier, vous présenter le site au sens large, c'est-à-dire et le sanctuaire, qui était notre point de focalisation initial, et le village à partir duquel s'est développé le village et le terroir à partir duquel s'est développé le site de Saint-Siméon. Donc une carte pour situer le site. Donc Saint-Siméon ici. Ici vous avez la mer Méditerranée. La ville d'Alep se trouve là. Le site de Saint-Siméon dans la Syrie première, qui est la région dont la capitale était Antioche, et plus au sud, voilà, la Syrie seconde avait pour capitale Apamée. Et le massif calcaire correspond à peu près à ces deux régions, ou en tout cas est inclus dans ces deux régions dans la partie occidentale. Voici une carte du site de Saint-Siméon. Donc il se trouve ici avec son mur d'enceinte. Et ici, le village de Telanissos, qui est la forme hellénisée de Telnichin, le nom du village où Saint-Siméon a décidé de s'installer. Et je vous montre déjà un peu la richesse actuelle du point de vue archéologique. Il y a une église ici, 3 monastères,
et le dispositif d'entrée du site de Saint-Siméon en contrebas. Voici une vue prise au cerf-volant du sanctuaire vers le nord, donc le propylée, le baptistère et l'église cruciforme qui a été construite autour de la colonne. Je vais vous dire quelques mots au sujet de Siméon. Donc Siméon est né aux alentours de 380, on ne connaît pas bien sa date de naissance. Il est mort en 459 et donc il a décidé de vivre son ascèse d'abord isolé, puis sur une colonne de plus en plus haute. Et la dernière colonne est bien connue par les textes et elle mesurait 40 coudées de hauteur, c'est-à-dire 16 mètres à peu près. Et il faut imaginer, c'est pour ça que j'ai repris cette image pieuse du siècle dernier qui le montre, il faut imaginer qu'il était sur sa colonne en dehors de toute construction. Donc voilà quelques dates, mais ces documents vous seront en libre accès, je pense, donc je passe un peu. Alors sa vie nous est connue par trois textes. Un rédigé par Théodoré de Cire, qui était l'évêque de Cyrus, la ville qui se trouvait juste au nord, et qui lui a rendu visite en 444. C'est donc un témoignage du vivant de Siméon. Il connu aussi par une vie syriaque et une vie grecque d'Antoine, qui était un compagnon ou un moine qui vivait auprès de Siméon. Et ces textes ont été traduits et regroupés par Robert Doran en 1992. Donc on est très bien documenté sur la vie de Siméon. J'ai regroupé aussi un peu l'histoire de l'exploration du site de Siméon. Donc c'est l'Anglais, le révérend Pocock, qui a visité ou redécouvert le site en 1740 et qui a publié un premier dessin en 1745. Un second Anglais qui était plutôt consul à Alep nous a livré aussi quelques dessins. La première grande mission occidentale est celle de Melchior de Vaugué au XIXe siècle et qui a abouti à la publication sur la Syrie centrale, architecture civile et religieuse. Après, il y a eu l'expédition américaine de Princeton de Butler qui a présenté au début du XXe siècle un recueil assez important sur la Syrie du Nord. Et puis le site a été non seulement visité, mais fouillé par une mission allemande juste avant le dernier conflit mondial par Daniel Krenker. Voilà ce qui reste de la colonne de Siméon. Donc il faut faire abstraction du monument qui est derrière. Quand Siméon était sur sa colonne, la colonne était isolée sur une crête rocheuse. Et voilà ce qu'il faut imaginer de la colonne quand elle était entière, c'est-à-dire beaucoup plus haute que ce modeste moignon qui d'ailleurs était tombé au pied du socle et a été remonté par l'équipe allemande. Et les textes nous disent que la colonne était en 3 blocs en l'honneur de la Sainte Trinité, puis aussi parce que pour des questions de levage, c'était plus pratique en 3 blocs, mais 3 blocs qui pesaient plusieurs centaines de tonnes si on tient compte de l'échelle des blocs. Donc je vous propose rapidement de faire une visite du site. En contrebas du site se trouve un arc triomphal que l'on verra plus en détail tout à l'heure. Et il faut imaginer le site qui a été construit autour de la colonne comme une pupe russe ou comme
un ensemble d'enceintes que l'on doit franchir progressivement avant d'arriver au sein du sein. Le Siméon était très populaire. Il recevait la visite de quantité de visiteurs de son vivant. Et quand il est mort, une armée a transporté son corps à Antioche. Et puis, une partie de son corps, vraisemblablement, est partie à Constantinople à la demande de l'empereur. Euh, et sur les conseils d'un disciple de Siméon qui s'appelait Daniel et qui avait sa colonne, lui, sur les bords du Bosphore. Et donc les moines qui entouraient Siméon se sont trouvés privés de leur saint et n'avaient plus que la relique. Donc pour les dédommager, l'empereur Léon euh, a proposé et a financé la construction de ce grand sanctuaire, un martyrium pour enchâsser la colonne du stylite. Donc l'arc triomphal et un chemin qu'on appelle voie sacrée, qui monte comme ça jusque vers le, le propylée. Donc voilà une autre vue de l'arc triomphal. Voilà la deuxième partie de la voie sacrée qui monte. Et ici, vous voyez les restes du propylée. Alors, à ce sujet, je suis obligé de vous dire tout de suite que le site a connu comment dire, une phase d'expansion au 5e siècle et surtout au 6e siècle, et qu'assez rapidement, il a décliné ou il s'est un peu recroquevillé sur lui-même. Et puis, au Xe siècle, lors des reconquêtes de Nicéphore Phocas, le site a été refortifié. Donc c'est ce qui est le plus visible actuellement, le plus prégnant. Ce sont les constructions antiques tardives, originelles, et puis ces transformations du Xe siècle. Et là, c'est ce que l'on voit ici avec ces deux grosses tours massives qui n'ont pas été construites euh, au, initialement, mais qui sont des renforcements lors de la militarisation du site au Xe siècle. Voilà, donc c'est toujours une vue cerf-volant de ce propylée, qui était une construction assez importante et qui constituait donc pour les pèlerins le deuxième franchissement obligatoire. Voici un plan général du site. Donc ici se trouve le propylée et un troisième passage obligatoire se trouvait ici. Et euh, c'était une étape importante pour les pèlerins parce que c'est là qu'on voyait s'ils étaient baptisés ou non. Et s'ils ne l'étaient pas, ils devaient aller se faire baptiser dans le baptistère qui se trouve ici. Donc une organisation assez structurée de christianisation. Donc voici à nouveau une vue de la porte monumentale avec ses deux tours médio-byzantines, c'est-à-dire du Xe siècle. La face arrière de cette porte. Et donc vous voyez que les techniques de construction sont identiques à celles que je vous ai montrées tout au début, c'est-à-dire respectant les traditions locales d'assemblage des blocs à sec. On est toujours sur une vue du propylée. Euh, donc ça, c'est un détail pour vous montrer ce qu'il reste d'une terrasse qu'il y avait entre les deux murs parallèles, celui des portes et celui des arcs, et un système de dalles de pierre dont il ne reste plus que ces fragments cassés, mais il y avait une terrasse couverte de dalles. Donc toujours la partie avant du sanctuaire de Saint-Siméon, ici le propylée, et ici cet ensemble bâti qui barre la souris, voilà, qui barre transversalement le site, donc créant ici
une cour d'accueil d'un hectare à peu près, et formée du baptistère qui s'y trouve là, d'une chapelle au sud et d'un grand bâtiment d'hôtellerie. Et les pèlerins passant ici dans ce double passage, alors il y en a un qu'on voit bien et l'autre que l'on voit moins bien parce qu'il a été muré assez rapidement dans la phase de repli du sanctuaire dès le 7e siècle. Voilà, toujours ce même espace. Ah oui, ici, euh, je fais une petite parenthèse, ces trous sont des margelles de citernes et il y a ici une énorme citerne qui a été relevée et qui a servi initialement de carrière. Et ça, c'est un usage assez fréquent, en tout cas dans le site, où les carrières étaient transformées en citernes ultérieurement. Car, comme je vous ai dit au début, c'est un relief karstique, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau de surface, on ne pouvait vivre qu'avec l'eau pluviale accumulée. Donc voici le baptistère, qui est un bâtiment octogonal, et donc, je vous le montrerai plus haut, est une réplique du grand martyrium cruciforme qui a été construit autour de la colonne de Simeon. Donc c'est un bâtiment qui est quand même assez bien conservé, puisque comme vous voyez ici, il manque juste une double assise de corniche et il serait à peu près complet. Voilà encore une vue de ce baptistère. Le baptistère vu du sud, le baptistère vu de l'ouest. Et donc il a été flanqué dans un deuxième temps, on le voit par le coup de sabre qui est ici, d'une chapelle au sud. Une dernière vue du baptistère. Et donc le baptistère est là, et le pèlerin, chrétien ou juste baptisé, pouvait se rendre après vers le martyrium cruciforme qui se trouve là, autour de la colonne qui est ici. Je ne sais pas pourquoi ma souris. Voilà. Donc ça, c'est l'image carte postale de Saint-Siméon le Stylite, mais version hivernale. Donc voilà ce qu'il reste de la grande église martyriale cruciforme, c'est-à-dire en forme de croix, construite autour de la colonne qui se trouve ici. Elle est formée de 4 basiliques, des basiliques classiques avec nef centrale et collatéraux, euh, et articulée autour d'un grand octogone de 30 mètres de rayon, euh, qui nous a posé bien des questions du point de vue de la restitution. Voilà une vue encore aérienne du site. Donc voici les 4 basiliques. Là, les restes des colonnes qui séparent les nefs et qui portaient les claire-voies. Et donc une à l'ouest, celle du sud, celle de l'est qui est en fait une église à part entière avec abside centrale et abside latérale. Euh, c'est une église qui est un peu particulière en ce sens qu'elle est plus grande que les églises classiques de la région euh, qui ont les annexes dans le prolongement des bas-côtés. Voilà, normalement ici se trouve dans la région d'Antioche le martyrium, qui est l'endroit où sont conservées les reliques, et le diaconicon, euh, la pièce où le clergé se prépare. Là, à Saint-Siméon, dans le prolongement des bas-côtés,
on a construit des absides et les annexes proprement dites sont reléguées sur les côtés à l'extérieur. Vous voyez tous ces blocs dont on va parler tout à l'heure proviennent pour l'essentiel de l'effondrement de l'église. Donc une vue à nouveau du socle sur lequel était posée la colonne et du petit bloc qui reste, et de l'octogone qui a été construit tout autour, avec comme point, comme bloc supérieur, cette série de consoles dont on reparlera tout à l'heure. Bon, ça c'est un détail. Alors, pour parler un petit peu de l'architecture, c'est une architecture très simple et une architecture de modénature. Vous voyez, par exemple, l'appui des fenêtres est marqué par une assise continue. Les ouvertures, comme ici, ont des encadrements moulurés tout simples, une corniche ornée de feuilles d'acanthe. Les ouvertures sont aussi entourées d'un cerne mouluré. On voit que c'est un chantier qui a été fait à toute allure parce qu'il y a des détails qui ont été faits sur certains blocs et qui ne l'ont pas été. Là, par exemple, ici, vous avez des festons ou des denticules que l'on ne retrouve pas sur cette partie-là. De même ici, il y a un décor. Voilà. Il y a un décor. Là aussi, le bloc est festonné, puis après, il ne l'a plus été ici. Et des détails d'inachèvement comme ça qui montrent que le chantier a été construit à toute allure, il y en a beaucoup. Une originalité qui a été créée à Saint-Siméon, c'est l'enroulement de ces moulures sur elles-mêmes comme terminaison. Voilà un détail à nouveau sur la basilique nord pour montrer cette architecture de modénature. Voici la façade nord. Vous voyez, une façade plate, mais soulignée par des bandes moulurées. Donc là, sur les côtés, voilà. Là, sur les côtés, le retour de la corniche des bas-côtés, l'assise d'appui, les encadrements de porte et l'assise de cerne, voilà, autour des ouvertures. Alors, une autre technique est réapparue à Saint-Siméon, c'est celle des plates-bandes. Là, vous avez une porte qui est couverte par un linteau. Ça, c'est la technique locale telle qu'elle était pratiquée de manière ordinaire. Ce qui est revenu au goût du jour en Syrie du Nord par l'intermédiaire de Saint-Siméon, c'est le fait de couvrir les portes par des plates-bandes appareillées. Et parfois avec une crossette qui est une petite subtilité supplémentaire. Et voilà la porte centrale de la basilique nord avec une plate-bande à 5 claveaux et à crossette également. Donc, permettant d'anticiper sur les tremblements de terre. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire tout à fait au début. On est sur un relief karstique, mais calcaire, mais une région soumise à des tremblements de terre perpétuels. Et chaque année, de nos jours encore, on en enregistre. Encore une vue de détail d'architecture, donc montrant des parties inachevées ou des changements de projet. Là, on avait vraisemblablement prévu de faire un pilastre, et puis finalement, on en a abandonné l'idée, où on s'est aperçu que c'était incongru à cet emplacement.
Et donc, on a arrêté tout net le décor. Voilà également le même détail. Alors une nouveauté à Saint-Siméon aussi dans le décor architectural, c'est l'arrivée de ces chapiteaux corinthiens à feuilles dites agitées par le vent et qui témoignent d'une connaissance de la stéréotomie très approfondie. Et celui-ci aussi, malheureusement, il est en mauvais état et les feuilles sont tournées dans l'autre sens. Alors ça, c'est une vue de la basilique Est. Donc c'est l'espace dans lequel les fouilles de Daniel Krenker ont porté dans les années 35-39. Mm, mm. Alors je vous ai parlé de la phase médio-byzantine. Au Xe siècle, le patriarche d'Antioche euh, s'est installé à Saint-Siméon. Le site était un petit peu n'était pas abandonné, il y avait encore une communauté, mais il s'était un petit peu recroquevillé sur lui-même. Et le patriarche a construit un castron qui est attesté par, voilà, par une inscription qui est préservée à l'intérieur du site et qui dit l'établissement de cette forteresse a eu lieu au temps de Christophoros, notre très saint patriarche de Théopolis, Antioche. Donc ça c'est deux petites perspectives pour illustrer les transformations de ce castron. Ça c'est l'état du martyrion tel qu'il était initialement. Et ça c'est le castron qu'a fait Christophoros euh, à partir des terrasses. Donc il a détruit des parties ici et reconstruit cette partie-là. Et cette partie orientale domine le site et il y avait une volonté un petit peu de faire du théâtral, quoi. Le site, je vous l'ai dit, a été fortifié après par les troupes de Nicéphore Phocas. Et donc, ça, c'est une tour accolée, euh, une tour massive, comme les deux tours qui étaient du côté de la porte du propylée que je vous ai montré un peu plus tôt. Voilà encore une autre tour pleine, faite avec des remplois et accolée au mur d'enceinte du sanctuaire. Enfin, quelques mots sur la documentation que l'on trouve. Ça, c'est le tout premier plan de Saint-Siméon qui a été fait en 1740 par Pocock et publié. Donc, il a mis un peu tout ensemble des éléments du site, le plan, des éléments de façade. Là, on voit que la partie haute était beaucoup mieux conservée. On n'a plus cette partie-là. Et puis, il y a des sites d'Elbara à proximité d'Apamé qui ont été rajoutés sur cette même planche. Voilà le plan dégagé. Euh, je ne vous le montrerai pas, mais vous me ferez confiance. On l'a superposé avec le plan actuel tel que nous avons pu le relever. Et à part quelques petites déformations, il y a une superposition très bonne des dessins. Ça, c'est le plan qui a été publié par, non, par Melchior de Vaugué. Et ça, ce sont les fouilles de Daniel Krenker. Et ça, c'est des documents très précieux. C'est une photo aérienne prise par l'armée française dans les années 30. Donc là, on voit les ruines dans leur état tel que nous aurions bien aimé les trouver nous-mêmes, mais ça a été, le site a été pas mal déménagé
lors des travaux d'aménagement touristique dans les années 50-60. Voilà, donc ce que je voudrais passer maintenant à la partie plus méthodologique. Euh, ce site, euh, ce site se présente un peu sous la forme de d'une trilogie. Il y a les éléments, les structures encore en place, comme vous voyez là, qui sont assez bien conservées, donc qui méritent des relevés précis. Vous avez vu aussi les blocs à terre qui sont alignés, mais dont par bonheur on a pu avoir les emplacements d'origine avant le déménagement. Et puis enfin, il y a le sédiment archéologique que l'on fouille par endroits, par touches très légères, mais qui contribue à la compréhension et la connaissance du monument. Ce que je ne vous ai pas dit en introduction, mais que je vais vous dire maintenant, c'est que le travail que nous faisons là-bas s'appuie sur une convention avec la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie et une convention quinquennale. Et nous nous sommes engagés à travailler selon deux axes de recherche. Le premier, c'est l'analyse architecturale du monument et puis le développement de type un peu urbain du village dans le rayonnement du sanctuaire. Ça, c'est un premier programme, essentiellement lié à l'architecture. Et puis le deuxième programme, c'est l'étude de la culture matérielle au temps du pèlerinage. Et ça, ce sont les fouilles archéologiques qui l'alimentent le plus. Mais fouilles archéologiques qui portent à l'extérieur du sanctuaire. Donc là, je vais vous montrer ce que nous avons tenté de faire pour comprendre ce monument. Et donc, d'abord présenter le relevé des structures en place. Donc, il y a un gros travail très minutieux de topographie qui est incontournable. Donc, je vais peut-être passer un peu vite là-dessus parce que je ne veux pas vous assommer, mais on a été obligé de construire un système topographique autonome parce que la Syrie est couverte par un système qui a été mis au point d'ailleurs par les équipes françaises du temps du mandat et qui est centré sur un point, sur un point qui est le centre de la géographie de la Syrie, qui se trouve au sud-est de Palmyre, mais duquel le site de Saint-Siméon est éloigné. Et donc, nous sommes sur une partie marginale du système topographique syrien, et donc on ne peut pas travailler dans la grande précision. Donc, nous avons construit un système qui s'appelle stéréographie oblique, qui consiste à mettre un plan sur le point central de notre zone d'étude et de projeter depuis l'antipode sur notre plan, qui est représenté ici en coupe, par rapport au point que nous mesurons. Donc nous avons utilisé le GPS pour arrimer notre système au système international. Voilà l'antenne posée sur le point d'origine de notre système. C'est un point arbitraire, mais que l'on a pris en estimant qu'il était central par rapport au site. Et voilà donc notre origine et ses coordonnées. Donc, on a donné à X, l'unité c'est le mètre, on a donné à X et Y ces valeurs pour ne pas avoir de valeurs négatives si on se trouve plus à l'ouest ou plus au sud. Et puis, on a mesuré approximativement l'altitude. Et ça, ce point est connu dans le système international. Donc, il est à peu près à 36.
Ça, c'est une vue d'un certain nombre de points qui ont été relevés au système GPS différentiel. Et nous avons une petite application qui nous permet de convertir les coordonnées de notre système avec le système international ou le système syrien. C'est-à-dire on peut mettre en correspondance les trois systèmes grâce à cet outil. Nous avons aussi, alors ça c'est l'expérience qui nous l'a appris, nous avons initialement travaillé un peu dans le désordre et commencé la topographie sur la partie centrale et sans bien enregistrer nos données. Donc nous avons progressivement mis au point un outil de stockage des données et donc maintenant tous les points sont bien identifiés avec leur date de création, les coordonnées telles qu'elles sont mesurées, et puis aussi nous repérons les points par des photographies. Donc une photographie du contexte pour les retrouver plus facilement, parce qu'on en a beaucoup perdu, et une photographie des détails. Donc je pense que je dois avoir mis les... Voilà. Donc le point se trouve ici. Donc on pourra le retrouver facilement parce que ce bâtiment-là, lui, pour le moment, il n'est pas prêt de tomber. Et puis le point lui-même est bien repéré. Mais la peinture, quand nous y retournerons l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, la peinture aura disparu et déjà le retrouver sur ce rocher, on aura quelques difficultés. Mais ça, c'est un bon point. Et puis on perce avec un forêt de 3 mm. Ça, c'est un autre point. Mais cet autre point est moins bon parce qu'il est sur un caillou et il est possible que le caillou bouge. C'est arrivé plusieurs fois. Mais enfin, s'il a été pris, c'est que pour des raisons techniques, il fallait un point ici. Mais donc, sur beaucoup de points que nous prenons, on ne les retrouve pas toujours tous. Et pourtant, la topographie est essentielle pour la survivance de notre système. Donc voilà. Et puis on peut les visualiser sous forme de tableau. Donc on a toutes les données concernant la topographie qui est mémorisée dans cet outil. Alors, pour la restitution, ça, ce sont des dessins anciens qui ont été faits en photogrammétrie dans les années 80 et qui malheureusement ne sont pas très fiables. Ça, ce sont les absides de la grande de la nef orientale du Martyrion. Et donc, ces dernières années ou cette dernière décennie, nous sommes passés de technique en technique pour améliorer nos méthodes de relevé. Donc, les deux dessins que je vous ai présentés ont été faits à partir de photogrammétrie, mais de photogrammétrie flottante, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas géoréférencées, elles ne sont pas repérées dans l'espace. On est passé après sur une photogrammétrie 3D, donc je vous montre une vue et une image. Alors, normalement, elle est visible en 3D, mais ça, c'est une image d'écran en mode filaire dessiné sur AutoCAD. Et assez rapidement, enfin dès 2003, nous avons introduit le scanner 3D pour relever l'architecture. Alors initialement, ça devait être un simple complément pour les parties complexes de relevé. Et puis, il s'est avéré qu'on a tout relevé avec cette machinerie. Donc voilà le même scanner. Ça, c'est un scanner Mensi qui a un faible comment dire, il a un éventail de travail qui est assez faible. Donc on est obligé de faire beaucoup de stations pour relever un même volume. Ça, c'est les difficultés que nous rencontrons parce que le laser envoie
un rayon nocif. Et donc, il nous a suffi de dire qu'il ne fallait pas regarder la machine pour que tout le monde... Ça, c'est un scanner. Alors, le scanner précédent nous avait été prêté par l'École nationale des sciences géographiques à Paris. Et là, celui-ci nous avait été prêté par le laboratoire, l'UMR MAP de Marseille. D'ailleurs, avec une collègue qui à l'époque était stagiaire au MAP. Là, c'est le baptistère. Et donc, comme les parois sont très serrées, c'était assez difficile de travailler dans cet espace. Voilà la machine. Alors le principe de cette machine, c'est un peu comme un tachéomètre, sauf qu'il fait plusieurs points, plusieurs milliers de points à la seconde. C'est une machine qui est calée et qui envoie un rayon laser qui en mesure le temps de retour et qui, en, qui évalue la distance entre le point et le laser et qui mesure en même temps un angle vertical et un angle horizontal. Et, et ça, il le fait 5000 fois par seconde en se déplaçant d'un angle qu'on lui impose, qui est paramétrable. Et donc, ça donne un nuage de points plus ou moins serré suivant le paramétrage qu'on a choisi, et nuages de points qui correspondent aux surfaces qu'a rencontré le scanner. On l'a utilisé aussi pour les fouilles archéologiques et pour distinguer les unités stratigraphiques. Donc chaque fois que il y avait un changement clair d'unité stratigraphique, on revenait scanner. Et alors je pense qu'on doit le voir après. Ah voilà. Et donc tous les scans sont géoréférencés, c'est-à-dire qu'à chaque station, en plus du volume que l'on relève, on scanne ces sphères. Après, le centre de la sphère est calculé et parallèlement, avec la topographie, on a repéré ces points. Donc, il faut au minimum 3 sphères pour caler un scan. Et en fait, on mesure 6, 7, 8 sphères pour avoir de la redondance dans les données et pouvoir détecter les erreurs si jamais il y en a. Voilà, donc ça c'est une fouille dont je parlerai tout à l'heure, qui est en cours de scan. Là, c'est en fin de fouille. Alors, voilà une image, elle n'est pas très belle, mais c'est une, euh, une image d'un nuage de points. Euh, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que en plus des coordonnées, en plus de la longueur et des coordonnées polaires, il mesure aussi un indice radiométrique. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir des couleurs, enfin des teintes différentes et de le voir un peu comme une photo. Mais ça, c'est une image, ça n'est pas exploité, ces images. C'est juste, voilà encore une vue. Oui, comme les nuages sont transparents, là, on voit à la fois l'intérieur et l'extérieur de l'abside. On voit les colonnes qui sont à l'extérieur, et là, on voit l'arc triomphal de l'abside. Voilà la façade nord que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà la façade principale. Voilà la partie occidentale. Ça, c'est une orthophoto euh, interprétée d'après le nuage de points. Ce sont des choses qu'on obtient immédiatement. Ce n'est pas la finalité du travail, on en profite, mais c'est des résultats qu'on a instantanément.
Donc c'est plus précis et ça représente la même chose qu'une élévation de cette partie. Ça aussi, l'image n'est pas belle parce elle est réduite, mais c'est une coupe transversale avec vue vers le nord de l'ensemble du martyrion cruciforme. Donc voilà ici l'abside, ici l'octogone, et ici se trouverait la colonne, et ici une partie qui a été construite en contrebas. Donc ça c'est une orthophoto à nouveau avec superposition d'éléments graphiques que nous avions pris par ailleurs, et donc on peut compléter par des relevés locaux les parties d'élévation traitées en orthophoto. Ça, c'est un premier résultat d'analyse d'une élévation à partir des relevés. C'est la trame selon laquelle a été construite cette façade. Alors, elle est très très précise. Les carrés que vous voyez ici mesurent 1 mètre et 9 centimètres. Et il y a donc 24 fois ce module dans la longueur, 7 fois dans la hauteur. Les portes s'inscrivent complètement dedans. Les fenêtres aussi correspondent à 2 modules en hauteur, 2 modules en largeur. Je pense qu'il y a une image plus explicite. Ah oui, là on voit moins la façade, mais on voit plus le quadrillage. Et ça a été un premier résultat de l'étude des structures en place à partir des relevés qu'on a pu faire. Et il s'avère que cette mesure de 1 mètre et 9 centimètres correspond, enfin, c'est 4 fois 27 cm,3. Et ça correspond au pied. Et c'est un petit pied. Le pied, on attend plutôt à 29 cm ou 30 cm. Mais l'église de Kartmin, qui se trouve dans le Tour Abdin, donc une région qui se trouve plus à l'est, euh, est documentée par les textes. On a ces longueurs, ces dimensions en pied, et on peut mesurer sur le terrain, et on a trouvé les mêmes mesures, 27 cm et 3 cm. Donc on a un pied qui n'est pas très grand, mais qui est vraiment l'unité de mesure qui a été utilisée à Saint-Siméon. Et une fois qu'on a cette mesure, on a vu qu'on la retrouvait de manière récurrente dans plusieurs parties du site. Ça, c'est les nuages de points euh, sur l'ensemble du monastère. Donc, ce n'est qu'une vue. Hein, je ne prétends pas dire, voilà, on a le plan avec ces nuages de points, mais enfin, il donne un résultat visible immédiat. Alors, les nuages de points qui ont été relevés par différentes stations, mais référencés dans un même système, on les a réassemblés. Et donc, on les a réassemblés en fonction des entités architectoniques auxquelles ils appartiennent. Ça, par exemple, ce sont les points, les nuages de points qui appartiennent aux rochers. Et puis après, on a décomposé les phases de construction. Donc, le chantier a commencé par la partie qui entourait la colonne, les piliers, puis après les arcs qui ont été montés au-dessus, et puis après cette petite chapelle d'angle, puis ces deux chapelles-là, les basiliques ouest et nord, la basilique sud, la basilique orientale avec ses absides, les arcs diaphragmes qui sont là, qui ont pu être identifiés comme étant postérieurs, rajoutés suite à un remords des architectes, et notamment pour des raisons de stabilité. Le porche au sud qui a été rajouté pour monumentaliser encore un peu plus la façade. Et puis là, le castron de Christophoros qui est venu là au 10e siècle. Voilà. Ça, c'est un format GIF. Donc là, je vous montre quelques images
en volume de l'ensemble du nuage de points qui a été modélisé. Donc la modélisation, ça consiste à, à, à prendre des ensembles de points et les remplacer par des surfaces beaucoup plus simples à définir et beaucoup plus manipulables. Parce que les nuages de points, euh, il y en a plusieurs millions pour un monument comme celui-ci. Et encore, on a pris une faible résolution. Donc, ça n'est pas gérable. Voilà. Je les passe un peu vite parce que ce sont des images. Alors, j'avais une animation. Euh, Comment je fais? Je fais escape pour sortir du. Ah ouais, mais. Ah voilà, movie. Ah, c'est pas ce que je voulais. Ouais, ouais, mais. Ouais, ouais. Ah là. Mais sinon, mais ce que je voulais, c'était l'agrandir. Peut-être que j'en demande trop. Ah voilà. Bon, je crois que. Voilà. Bon, c'est un peu ludique, hein. C'est une animation. Donc ça, cette animation, elle a été faite grâce à Livio De Luca du MAP et qui viendra vous parler le mois prochain. Ah, mais du coup, j'ai perdu mon. Alors, comment on avait fait déjà? C'est celui-là? Diaporama, non? Et après, qu'est-ce que je fais pour le bloquer? Pause. Voilà. Voilà. Bon. Donc, deuxième partie, c'est les blocs. Ah oui, alors le volume dans lequel on s'est baladé là en animation, c'est un module fermé, c'est un volume fermé. Et donc on pourrait, si on voulait, en faire une maquette 3D. C'est-à-dire exactement comme on fait une photocopie en 2D en mettant un document sur une clé USB et en tirant un dessin, là on pourrait en plâtre sortir une maquette réelle à partir de la maquette virtuelle. Donc la deuxième chose dont je voudrais vous parler,
C'est dans le cas de l'étude de l'analyse, enfin, de l'étude du monument, c'est les blocs. Vous avez vu sur les photos aériennes tous ces blocs qui sont rangés à la queue leu-leu. Ils ont été déplacés euh, pour ce qui concerne le martyrion cruciforme. Ils ont été déplacés dans les années 50 et 60. Et par bonheur, euh, euh, des plans des plans de chute ont été faits. Et par bonheur aussi, ils ont été stockés pour moitié à l'Institut français d'archéologie de Beyrouth, à Beyrouth, et pour moitié au musée d'Alep. Et, et donc, j'ai pu les regrouper, tous ces documents, et il y a euh, à peu près 4000 blocs dont on connaît le lieu de chute. Donc, je vais vous montrer un peu par l'exemple ce qu'on a fait. Celui-là, vous voyez, il est gravé à 698, c'est un claveau. Euh, on va le suivre un peu. Donc, on les a inventoriés systématiquement, c'est-à-dire parking par parking, rangée par rangée, bloc par bloc, et on les a identifiés sommairement, mais quand même assez précisément. Donc ça, ce sont tous les critères qui ont été relevés. Donc il y a des données d'immatriculation. euh, des données d'immatriculation, le numéro, la face sur laquelle est le numéro. Il y a quelques champs supplémentaires parce que des fois, un bloc renvoie à un autre où il y a des numéros doubles. Il y a des fois des blocs qui peuvent s'assembler à d'autres et ça, on le note. Après, il y a des données de localisation, donc où le bloc a été se trouver quand il est tombé. Donc cette donnée ne figure plus sur la base parce que c'est localisé sur le dessin. Euh, le parc, c'est pareil, il n'y a plus qu'un numéro qui renvoie à une donnée sur le dessin. Et après, il y a des données de dimension, donc épaisseur, hauteur, largeur, avec pour les blocs un peu compliqués, largeur à gauche, largeur à droite. Quand il s'agit de claveaux, l'écart entre l'intrados et l'extrados. Quand, quand c'est un bloc circulaire, le rayon, la corde, l'angle pour les lits en coupe de claveaux. Alors, toutes ces mesures, parce qu'on y travaille depuis 1980, donc il n'y avait pas de micro-ordinateur à l'époque. Donc, il fallait travailler sur les ordinateurs du CNRS et on ne pouvait pas travailler. Il fallait aller faire des séances. C'était pas aussi simple que maintenant. Puis après, on a micro-informatisé et on a travaillé ces blocs sur FileMaker. Puis après, on les a joints en SIG au dessin. Donc il a fallu passer de FileMaker à Access. Et maintenant, on est en train de migrer sur un logiciel libre et on passe en PHP MySQL. Le but étant de stocker les données sur un serveur et de pouvoir y accéder depuis n'importe où. Donc, entre-temps, il y a des changements qui ont eu lieu et toutes ces mesures sont regroupées en un seul champ séparé par un séparateur parce que ça allège un peu le dispositif et pour les requêtes, c'est pareil. Après, il y a des commentaires, ou plutôt des descriptions complémentaires, comme tout ce qui est en saillie ou tout ce qui est creusé. Après, il y a la description des faces, si elles sont cassées ou cachées. Et puis, il y a les références. Alors, donc, les références, il y en a un petit peu plus maintenant. Il y a des références bibliographiques, si le bloc a été mentionné dans un article, des références photographiques, iconographiques s'il y a des dessins en 2D, néphographiques si on a scanné et donc s'il y a un nuage de points, stéréographique si le dessin a été dessiné en 3D et morphographique s'il a été pris dans un logiciel
de traitement des formes comme Maya. Et puis, il y a deux champs qui sont essentiels. Ce sont des champs d'interprétation, comme le nom du bloc. Celui-là, c'est un contre-sommier gauche d'arc. Et puis la structure auquel il appartient. Je crois que j'ai des images. Alors voilà, ça c'est la géolocalisation actuelle des blocs. C'est-à-dire que si on veut le retrouver, on va dans l'une de ces surfaces qui sont numérotées et à l'intérieur de cette surface, l'emplacement est précisé. Donc c'est telle rangée et telle position dans telle rangée. On n'a pas été plus précis parce que c'était trop de travail pour une localisation qui n'est pas scientifiquement très importante. Voilà le semis Donc là, il y a près de 5000 blocs qui sont mentionnés et les blocs sont représentés par leur nom. Donc A698 par exemple, c'est l'un de ces numéros et il est là relevé. Alors pour cette partie dont on a hérité des plans de chute, ça n'est qu'en deux dimensions. Y a pas eu, on est parti de plans papier et donc il n'y a pas d'altitude. Mais actuellement, pour les nouveaux blocs sur lesquels nous travaillons, nous avons X, Y, Z. Donc voilà A698. Quand sur le dessin, on clique sur A698, il se met en surbrillance et on a toutes les caractéristiques d'A698 qui apparaissent. Donc voilà l'outil actuel qui est en cours de migration sur les serveurs du laboratoire MAP à Marseille, avec tous ces éléments descriptifs. Ben, ça, c'est la fiche d'A698. Et pour les deux derniers champs d'interprétation dont je vous ai parlé, on utilise un vocabulaire. Donc, pour les fonctions, c'est un vocabulaire à deux niveaux de hiérarchie. Par exemple, là, vous avez sous les yeux mur et tous les blocs, tous les types de blocs qu'on peut rencontrer faisant partie du mur. Pour la structure, on a dû étaler la hiérarchie sur 4 niveaux. Donc, par exemple, sanctuaire. À l'intérieur du sanctuaire, ça pourrait être le martyrion. Le martyrion, l'octogone central. Et pour l'octogone central, les grandes arcades, avec une possibilité d'hésitation aussi. Et derrière ces deux vocabulaires, nom et structure, se cache un identifiant qui permet de changer de langue, par exemple. Mon rêve aurait été d'avoir un vocabulaire bilingue et de pouvoir mettre les noms soit en français, soit en arabe. Mais peut-être que nos collègues syriens un jour voudront bien y travailler. Donc ça, c'est un autre exemple. C'est un petit bloc qui s'appelle, un petit chapiteau qui est pas mal conservé, qui s'appelle V300. Donc ça, c'est sa photo. Ça, c'est sa fiche. Ça c'est le bloc en train d'être scanné avec l'appareil Minolta. Ici, vous avez Livio De Luca qui viendra ici dans un mois, je crois, c'est ça? Donc on a réutilisé une vieille machine du petit train de Deauville qui a servi à déménager le site dans les années 50 comme plateforme pour poser les blocs. Donc ça c'est un scanner, c'est un autre scanner que celui que je vous ai montré pour l'extérieur. Il travaille par triangulation et il travaille en lumière douce. Donc on ne pouvait pas travailler en plein soleil. Il fallait attendre la nuit et remettre des projecteurs. Et donc voilà le bloc modélisé. Donc à partir du nuage de points, par une fonction de maillage, on crée le bloc. Alors il a un aspect un peu sucré, mais
Ah bah voilà, Livio encore en train de manipuler la machine. Et tous ces blocs qui sont pas très nets sur la photo, mais qui sont assez remarquables avec un décor torsadé, vinité, ont été scannés. Ça, c'est des éléments d'un Oculus qui mesure 1,60 m de diamètre, qui ont été trouvés et qui ont été assemblés virtuellement. Alors, on va passer à la partie anastylose. Je vous ai remis sous les yeux la colonne, les restes de la colonne de Siméon, l'octogone qui a été construit tout autour et, euh, et qui mesure à peu près 13 mètres de haut actuellement. Les derniers blocs visibles étant ces consoles. En voici une là et une encore là. Donc, un des premiers exercices auxquels nous nous sommes livrés, c'est la tentative de restitution de ce qu'il y avait au-dessus, parce que il est clair que cet octogone a été fait pour monumentaliser et protéger la colonne. Donc, il devait mesurer plus de 16 mètres, puisque la colonne mesurait 16 mètres. Et de toute façon, l'amoncellement des blocs qui étaient au sol et qui ont été parqués, on le voit ici, euh, montre qu'il y avait plusieurs structures dont nos prédécesseurs avaient déjà réfléchi d'ailleurs. Mais là, on l'a fait de manière systématique. Donc des blocs à console comme ceux que je vous ai montrés en haut, il y en a un certain nombre en bas et certains qui sont bien conservés. Donc on les a relevés et on a vu que il y a eu beaucoup de pertes dans ces blocs. C'est-à-dire on n'a pas, on n'a pas de quoi faire un périmètre complet avec ces blocs à conque. Et tous les blocs supérieurs, on a eu plus de la moitié de pertes. Donc c'est un puzzle qu'il nous a fallu faire, mais un puzzle pour lequel il manque des morceaux. Après, il y a une autre famille de blocs creusés d'une petite conque comme ça. Il y a des animations, mais je vous en prive parce que ça prend trop de temps, je pense. Donc on les a relevés en 3D. Et puis des blocs comme C472 avec des denticules et des feuilles d'acanthe. Donc c'est pareil, on les a dessinés en 3D. Donc là, je vais passer un petit peu vite la série. C'est de la géométrie dans l'espace. Donc là, ça c'est le mode filaire pour construire la structure. Et puis après, on travaille la matière comme a fait le sculpteur. Donc il y a une série de petits denticules. Après les feuilles d'acanthe. Après, il faut les creuser, les découper. Après, il y a des palmettes entre les denticules. Et puis après, le motif se répète. Voilà, ça donne le bloc en 3D. Donc ces trois blocs, les blocs à console, les blocs à conque et ces blocs de corniche, faisaient partie d'une structure. Ah, celui-là, il... Hmm. Oh là, j'ai perdu le fil. Voilà. Les trois blocs faisaient partie d'un entablement à, à trois assises. Ça mesure près de 1,50 m de hauteur. Donc il y a les consoles en bas, les blocs à conque qui sautent d'une console à l'autre et ces blocs de corniche qui constituent à la fois une corniche pour le premier étage, mais aussi une assise d'appui pour l'étage supérieur. Alors, on n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination pour trouver cette organisation, parce qu'au chevet, il existe la même modénature avec console, conque
et corniche à 3 rangs. Mais ça montre l'unité architecturale de cet ensemble. Alors, pourquoi on revient à ce bloc? Ah, ben si, voilà. Ça, c'est le bloc A698 que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il intervient dans la restitution des parties hautes. Donc, le, le SIG, parce qu'on peut le dire, former des blocs à terre sur le plan peut faire l'objet d'une requête sur les claveaux du type auquel appartient ce bloc. Donc, ça liste les blocs qui appartiennent à la même famille et ça les localise. Et là, vous voyez, il y a un regroupement presque en forme d'arc de blocs. Et A698 se trouve parmi eux. Voilà. Ah, je ne sais pas où il est. Ça, c'est la requête. Bon. Et donc, voilà la restitution que l'on peut donner des blocs de cette même famille. Donc, on a leur rayon, donc on sait l'arc qu'ils forment. On n'en a trouvé que la moitié, donc on ne peut pas s'amuser à faire un vrai puzzle complet en disant tel bloc est à côté de tel autre, mais ça permet quand même de faire une restitution théorique. Donc en dessous, l'entablement à 3 rangs et ce grand arc qui permettait, depuis l'octogone, qui permettait plutôt aux pèlerins qui étaient dans la basilique centrale de chacune des nefs de voir la colonne. Donc le voilà modélisé en volume. Alors, on a trouvé d'autres blocs et je vous les montre rapidement à l'intérieur de l'octogone. Donc, comme ces piliers à 3 cannelures, des blocs d'imposte comme celui-ci, des blocs alors de sous-sommiers d'arc. Ce qui est intéressant dans cette forme, c'est qu'il y a un outrepassement. C'est un bloc qui se trouve sous le sommier d'un arc et qui permettait de porter des arcs en fer à cheval. Je vais vous le montrer plus loin. Il y a des claveaux à crossettes encore, là, vous voyez, avec cette petite forme ici en cran. Et voilà la structure que ça formait. Donc, par l'étude des blocs, on est arrivé à trouver qu'il y en avait 3 côte à côte, la hauteur des piliers, tout ça est en multiple de 81 cm, c'est-à-dire 2 pieds, 2 coudées, pardon. Et la coudée, c'est 1,5 pied. Mais cette forme est intéressante parce que ce n'est pas le seul monument chrétien dans lequel on le trouve, mais elle est souvent liée à l'islam. Et enfin, en Syrie, souvent on nous dit, ah, mais ça c'est une forme islamique. Alors voilà des blocs encore plus particuliers en portions de sphère. Ça c'est une clé de trompe d'angle qui est à la fois un bloc qui était à la fois clavé, ça, cette partie-là elle est tronconique, et acisée, cette partie-là est plate. En voilà encore un autre avec le tracé de faux joints. Donc voilà l'élément restitué, et 2 d'entre eux ont un coussinet de 70 cm de large au-dessus. Donc ça c'est l'assemblage, je vous passe le détail de l'explication de la restitution, mais c'est l'assemblage qui a été fait avec tous ces éléments. Donc c'est l'octogone tel qu'il était au-dessus de la partie existante,
avec les grands arcs qui correspondent aux nefs centrales des basiliques, les fenêtres triples qui correspondent aux pans biais et qui permettaient à la lumière de rentrer, dessous l'entablement, et ici les trompes d'angle avec le coussinet qui était ici. Et au-dessus, on a trouvé des blocs de corniche avec des trous d'encastrement de pièces de bois à intervalles réguliers. C'est ce qui nous aide à proposer une restitution pour le toit. Donc, autre exercice auquel nous nous sommes livrés avec Livio, c'est une incrustation, c'est-à-dire à partir d'une photo, et qui donc a ses caractéristiques optiques, on intègre la restitution. Donc, je lui ai donné tous les éléments concernant la restitution, la colonne qui est dessinée à tort carré ici, mais qui était circulaire, et puis les éléments de restitution. J'ai des animations, si on a un peu le temps après, je vous les montrerai, mais je pense qu'il vaut mieux que je fonce. Donc, quelques rapprochements d'histoire de l'art. Le système des trompes a été repris dans d'autres édifices. Ici, on est à Alahan Manastir, en Turquie, et le bâtiment est carré, mais il a quand même un système de trompes d'angle et de colonnettes porteuses, comme on a vu à Saint-Siméon. Encore une vue de Alahan. À l'église Saint-Serge de Rouzafa, pareil. Alors, le site est très dégradé parce qu'il est en gypse, donc il s'érode avec l'eau de pluie. Mais on a exactement le même système qu'à Alahan et inspiré de Saint-Siméon, avec des consoles portant des petites colonnes et une trompe d'angle. Alors ça, c'est une carte du massif calcaire, et il y a un certain nombre d'édifices qui ont copié Saint-Siméon au cours du VIe siècle. Donc je vais vous en montrer quelques exemples. Le plus célèbre, c'est l'église de Calblosé, qui est une église de pèlerinage qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud de Saint-Siméon et qui présente le même chevet à colonnes que vous avez peut-être remarqué pour Saint-Siméon. Et puis à l'intérieur, il y a un détail aussi, voilà, et des colonnettes portées sur des consoles. Tout ça, c'est fictif. Les poutres n'en avaient pas besoin, mais ça correspond un peu à cet hymne à la colonne que représentait le sanctuaire de Saint-Siméon. Ça, c'est une image de Melchior de Vogüé, dont je vous ai parlé au début comme un des premiers explorateurs de la Syrie du Nord. C'est l'église de Tourmanine qui reprend le même type de décor qu'à Saint-Siméon. Malheureusement, cette église a été complètement démontée pour servir de carrière, et voilà ce qui reste. Encore un système de console portant une petite colonne à l'église de Derceta. Et puis, alors là, une version complètement rustique du chevet à colonne. On se demande même pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils avaient un beau cul de four sphérique, et ils ont rajouté des blocs plutôt irréguliers pour décorer. À Kfer. Et enfin, un petit mot sur Saint-Siméon le Jeune. Alors là, il y a eu une copie conforme de Saint-Siméon sur le mont Admirable, près d'Antioche, donc pas très loin de Saint-Siméon le Stylite, construit par un autre Siméon un siècle plus tard, mais il a tout organisé de son vivant. Donc lui, il n'a jamais été, voici la colonne, il n'a jamais été sur sa colonne à l'extérieur, mais tout de suite organisé à l'intérieur d'une église. Et cette imitation est due aux luttes christologiques et les rivalités entre monophysites et chalcédoniens. Alors, l'exercice de relever
avec le scanner qu'on a pratiqué pour les grands, enfin pour les structures en place, on a pu le faire aussi pour le mobilier. Et là, nous sommes en face d'un bloc très, très fragile qui a été posé là, mais qui est complètement fissuré. Et donc nous l'avons relevé. C'est un couvercle de cuve baptismale, il est à l'envers. Et voilà la petite cuve baptismale, un peu en miettes, mais graphiquement complet. Là, on voit cet angle-là euh, a encore sa base et les trois autres angles sont conservés en plan. Donc, on l'a scanné de nuit avec le scanner à mesure d'angle, toujours Livio ici. Et voilà, voilà la restitution qu'on peut en imaginer. Donc, volontairement, on a fait en rouge toutes les parties incomplètes. Hein, c'est pas, ça peut choquer. Mais, et en blanc, les parties qu'on a. Donc, on a mis le petit chapiteau V300 parce que il a parfaitement les dimensions qui conviennent. Et puis en bas, voici la partie qui est bien conservée. Il y a une animation, mais je, je passe. Hein? Ouais, ouais, mais il y a encore, il y a encore matière. Alors, un thème auquel nous nous sommes attaqués, je vous en ai parlé, c'est celui des citernes. Euh, donc, en bleu, vous avez toutes les citernes qu'on a identifiées. Ça, c'est la grande dont je vous ai parlé en début de présentation, avec les margelles que l'on voyait en vue aérienne, donc qui a servi de carrière pour la partie sud du site. Et puis, il y en a une ici, sous la basilique ouest. Euh, Donc voilà une machine plus récente qu'on a utilisée à l'intérieur d'une citerne. Les citernes, elles ont des formes, vous verrez, il y a une planche qui les montre, elles ont un peu des formes de bouteilles ou de bonbonnes. Et euh, donc en un coup de scanner, on pouvait la relever complètement. Et parce que il tourne, il fait un tour complet horizontalement et verticalement, il n'y a qu'une chose qu'il ne voit pas, c'est le pied. Enfin, il est gêné, il n'y a qu'une chose qui le gêne, c'est le pied. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une mire qui était scannée aussi. Et donc, et en haut, on mesurait la position de la mire et on n'avait plus qu'à mesurer la distance entre le théodolite et le scanner qui se trouvait exactement à sa verticale. Alors ça c'est un détail d'architecture, une rigole pour descente d'eau pluviale, juste pour montrer qu'on n'a pas fini notre inventaire des citernes, parce que celle-là, on ne sait pas où elle allait, mais on a sans doute pas loin à dégager. Et là, une seconde aussi. Donc on sait qu'à l'aplomb de, de cette saignée se trouve une citerne à explorer. Ça, c'est le plan de toiture de l'octogone qui drainait les eaux de pluie de la citerne. Donc ce qu'on a essayé de voir, ce qu'on essaye de voir, on n'a pas fini, c'est de faire une correspondance entre les pans de toiture et les citernes pour étudier la gestion de l'eau. Cette citerne, voilà, cette citerne, il y a un système de rigole qui passe sous les contreforts, donc on est sûr il est contemporain de la construction du bâtiment et qui vient quelque part par ici se déverser dans la citerne. La citerne avait un pilier central, donc quand on a creusé ce lieu pour exploiter la roche, on savait qu'on allait l'utiliser plus tard comme citerne.
Et ces citernes étaient enduites avec un gros enduit épais hydraulique. Bon, ça c'est une coupe. Cette citerne fait à peu près 4000 mètres cubes de contenance. Et ça c'est une planche. Alors voilà la citerne que je viens de vous montrer. Ça, c'est la grande citerne qui se trouve dans la cour sud. Et ça sont toutes les petites citernes, enfin petites. Celle-là, par exemple, elle est assez grande encore, qu'on a scanné au cours de cette mission. Donc, on a travaillé aussi sur le monastère du sanctuaire. Là, vous voyez, il y a le martyrion, là, les blocs qui jonchent le sol, et le monastère qui était lié euh, au- à la gestion du sanctuaire. Donc, par bonheur, c'est une partie qui n'est pas encore chahutée. Et malgré les demandes de la Direction générale des antiquités, on freine parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir avant de chambouler le site. Bon, ça, je passe. Ah voilà, cette photo le montre bien. Ça, c'est le tombeau collectif des moines. Ça fait partie de tous les monastères, il y a un tombeau collectif. Et celui-ci, vous voyez, le mur est entièrement creusé dans le rocher. Et seule la corniche est constituée de blocs appareillés. C'est-à-dire que le- cet espace a été creusé de plusieurs mètres pour servir de carrière. Donc le site a été abaissé de plusieurs mètres. Et ça nous donne un indice de temporalité pour les parties, euh, pour distinguer les parties qui ont été réalisées avant ou après la vie de Siméon. Par exemple, cette partie-là est creusée à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, elle est antérieure à la construction du martyrion de Siméon. Et on trouve à l'intérieur enfin une chapelle très rudimentaire. Donc on est là sur la partie la plus ancienne du site. C'est un volume qui a été transformé. Donc voilà une ligne qui correspond aux parties qui ont été ajoutées ultérieurement. Donc il y en a eu sur le côté, il y en a eu par-dessus, et il y en a eu aussi sur le côté en jonction avec cet autre bâtiment. Ce bâtiment aussi est antérieur à la construction du martyrion parce qu'il est sur le rocher, mais perché sur le rocher, pas creusé à l'intérieur. Alors cette façade est assez remarquable parce que le portique est conservé alors que le bâtiment plein qui était derrière est effondré et il n'en reste plus grand-chose. Là, on est dans la cour, on est le long de la basilique sud et il reste un socle rocheux dont on pense qu'il correspond à une colonne antérieure de Siméon. Et elle a en plus un lien. Ah, bon, on ne le voit pas. Elle a un lien avec le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, avec la façade qui a évolué. Et donc, ça nous permettra d'illustrer des hypothèses de séquence. Donc, ce monastère avait une chapelle indépendante de l'église martyriale. Là, voilà l'église martyriale, voici l'annexe sud, et la chapelle a été construite à côté. Alors elle a vraiment un plan basilical classique. Je vous montre ici le dé de cuve baptismale qui est posé à l'envers, et ici la cuve elle-même.
Alors, ce dispositif montre à quel point la christianisation a été rapide. Quand on a utilisé cette cuve, c'était pour des enfants. C'était une époque où on ne baptisait vraisemblablement plus beaucoup d'adultes. Donc voilà la chapelle et voilà un ensemble de bâtiments qui posent d'intéressants problèmes d'utilisation et d'évolution. On y distingue différentes phases de construction. Et là, il y avait deux bâtiments qui ont été construits initialement, mais après ceci, et qui ont été rejoints après par d'autres. Et c'est des bâtiments d'une taille qui sort de l'ordinaire et qui sont entourés d'une galerie ou d'un portique. Et ça, on le verra dans les autres monastères de Saint-Siméon. C'est la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour lesquelles nous avons étendu notre programme d'études. Ça, c'est encore un élément du monastère, mais je passe parce que ça va prendre du temps. Voilà le sous-sol du bâtiment que je vous ai montré précédemment. Il est couvert au moyen d'arcs transversaux et de dalles de pierre à cheval d'arc en arc. Donc la vue que je vous ai montrée précédemment correspond à ce qui se passe sous ces dalles-là. Donc là, on est au premier étage. Ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est qu'il y a une porte centrale et une fenêtre de part et d'autre. Là, vous voyez deux fenêtres. Il y avait une porte ici et il y avait deux fenêtres. Donc, une des caractéristiques de cette salle, c'est la régularité des ouvertures et des ouvertures sur toutes les faces, parce qu'il y en avait également ici. Et au premier étage, on retrouve la même régularité. Et dans la partie voisine, on retrouve toujours une régularité des ouvertures et une mortaise qui se trouve dans les trumeaux. Et ça, c'est une caractéristique un peu inexpliquée, même tout à fait inexpliquée, que l'on retrouve dans d'autres bâtiments et qui les associe. Ça, ces petits trous, ça correspond aux trous du plancher. Donc là, je vais vous montrer une tentative de séquence chronologique. Donc ça, c'est le canevas. Donc là, on aurait le premier bâtiment construit sur le terrain avec l'emplacement de la colonne de Siméon et ici une citerne. Une deuxième phase de travaux où toute cette partie-là aurait été construite, et y compris la chapelle qui se trouve là. Une troisième phase d'agrandissement. Mais là, on est toujours du vivant de Siméon. Et Siméon est passé sur sa définitive colonne. Quand Siméon est mort en 459, peu de temps après, on a construit le martyrium, donc le voici, et le tombeau collectif des moines vraisemblablement, en utilisant la pierre ici, la pierre de la citerne là et d'ailleurs pour construire. Le bâtiment a été orné de portiques au nord de la basilique est et tout autour de la basilique nord, et de terrasses tout autour de la basilique ouest pour pouvoir déambuler. Puis le porche monumental au sud. Ça, ce sont les deux bâtiments primitifs du monastère. Ça, c'est le monastère au grand complet. Donc, je vous fais remarquer, parce qu'on le verra ailleurs, les grandes salles qui sont ici, le bâtiment périphérique, la chapelle, et le fait que ce grand bâtiment est perpendiculaire à la chapelle. En 526-28, il y a eu un tremblement de terre qui a sans doute effondré la toiture de l'octogone, parce que
Evagrius, qui est passé peu de temps après, dit que cette cour était à ciel ouvert. Et je pense qu'elle s'est effondrée et qu'ils n'ont jamais eu les moyens de la reconstruire. Et ça, c'est pour mémoire l'état Xe siècle, avec l'église repliée sur elle-même, juste dans la nef est, et le palais, le castrum de Christophoros, et puis les murs de fortification qui ont été rajoutés, avec les tours pleines, par exemple, comme ici ou ici, pour remilitariser le site. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur les questions de restauration. Quand on présente ces exercices, peut-être ces exemples, de manière moins précipitée que maintenant, euh, les gens disent parfois, mais pourquoi on ne remonte pas le monument? Vous avez tout, vous savez comment il faut faire. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est la fragilité. Là, la pierre a été incendiée et donc elle est complètement pulvérulente. Elle est incapable de supporter une quelconque transformation. Les restaurations aussi n'ont rien arrangé. Là, vous voyez, il y a eu du cimentage avec du ciment Portland. Et la pierre, ça a précipité l'altération de la pierre par derrière. Il y a, les structures ont été déformées. Là, vous voyez cet arc, ce claveau ne clave plus, il est suspendu. Vous voyez, on voit le jour entre des deux côtés. La vue de dessous. Et puis, il y a des éléments qui ont complètement déversé. Là, c'est ce pilier d'extrémité de la colonnade qui est censé soutenir un arc s'est écarté de plusieurs décimètres là. Ça sont des raisons techniques, mais c'est surtout des questions philosophiques qui devraient nous faire réfléchir à l'opportunité de restaurer ou non. Et donc, implicitement, je milite pour les restaurations virtuelles et les représentations numériques qui, elles, nous permettent toutes les propositions, les hypothèses que l'on veut, sans altérer le document. Ce que je voulais faire, mais je vais peut-être le faire au pas de charge, si, oui, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ou, ouais, ou alors j'arrête. C'est peut-être pas, ça constitue une entité, ça. Donc, il vaut mieux s'arrêter. Ouais, parce que j'ai l'impression, ouais, d'accord. Bon, on garde les 10 minutes pour les questions. Et vous serez privé de la partie Télanissos, le village, mais, mais c'est vrai, je pense que c'est mieux de dialoguer plutôt que de vous assommer avec une charge supplémentaire. Et on l'a fait, ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas y travailler à 100% dessus. On est tous à avoir des missions, on le fait un peu sur notre temps libre ou sur des petites vacations. Donc la modélisation pour laquelle j'ai pu vous montrer une animation, par exemple, qui est un tout complet. Enfin, c'est un tout complet. Non, justement, il est incomplet parce qu'il y a des parties qui n'ont pas été, qu'il faut ajouter encore. Mais ça a été le travail d'une stagiaire au MAP à Marseille pendant 6 mois. Donc on l'a fait ensemble pour un relevé sur le terrain qui avait été fait par d'autres. Le relevé avait été fait par Yves Egels, que vous avez vu en photo une fois, là, quand il y avait la nuée d'enfants, et avec le scanner Trimble. Ça avait été fait par lui au cours de 2 missions en 2003. Et
C'est une stagiaire de l'ESGT, Julie de l'Église, qui a traité les nuages de points un an ou 2 ans plus tard. Et ça lui a duré 6 mois. Mais ce qui est dommage, c'est que il lui a fallu du temps pour se roder, pour voir où on voulait en venir. Et on l'aurait eu 2 mois de plus, elle aurait pu faire 2 fois ou 3 fois plus de boulot. On l'exploite pas. Non, 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 c'était une tentative. On a proposé aux archéologues de le faire, de découper, de distinguer les unités stratigraphiques. Mais ceux qui étaient intéressés n'ont pas pu revenir sur la mission. Donc pour le moment, ça reste mort. Non, non, on n'a pas. C'est un peu l'idée, c'était d'avoir le millefeuille des, des unités stratigraphiques parce qu'elles ne sont pas horizontales et, mais pour le moment c'est pas exploité. Mais je désespère pas. Et c'est comme il y a des objets, il y a des objets un peu gros, des amphores, des jarres qu'on a scannés et ça n'a pas excité nos archéologues. Mais c'est pas perdu, hein. Oh, oh, oh. C'est juste, c'est juste. Ce sont ah, que j'ai très envie de vous montrer une animation. Voilà. Oui, oui, mais où ça passe, où ça. Voilà. Ça, c'est la grande citerne. Vous voyez, c'est une peau. Là, on est à l'intérieur. Là, il y a le pilier. Là, il y a les bouches en haut. Donc là, on est à l'intérieur c'est une surface maillée, ça. C'est plus facile, c'est paradoxalement plus facile à traiter. Voilà, et ça, c'est l'extérieur. Ça, on le voit jamais en réalité parce que non, non, les blocs, non, ce sont des volumes. Parce que les blocs, je les fais sur le modeleur d'AutoCAD et ce sont réellement des modules, des volumes. On peut les décomposer en surface, mais je préfère les garder en volume parce qu'on peut faire des opérations booléennes, des, des, des intersections, des additions, des soustractions. Des coupes aussi, oui. C'est les surfaces, oui. Oui. Mais je pense que d'ici peu, on pourra passer de surface à volume. Les futures versions d'AutoCAD, AutoCAD qui a absorbé le logiciel Maya notamment, euh, on pourra facilement passer de l'un à l'autre. Déjà, on peut décomposer un volume en surface. Non, 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 non. Là, au début, on les rentrait en douce. Et puis, puis après, j'ai eu des inquiétudes. Et la Direction générale des antiquités et des musées nous fait un papier où il est demandé en arabe à leurs collègues des douanes de bien nous accueillir. Et on a toujours été accueillis à bras ouverts. Et, non, non, c'est aussi surprenant que cela paraisse. Oui, ouais, c'est un peu ça.
Ce ne sont que des points et on peut les convertir d'un système à l'autre. Il y a une relative homogénéité. Oui, oui. Ah, la précision s'améliore. Là, en 2003, c'était vraiment expérimental. Et Yves Egels, qui était tout content de tester cette machine sur Saint-Siméon, en plus, avait un côté un peu performant de faire des trucs de pointe dans, dans- dans un pays en voie de développement, euh, a reconnu qu'il n'avait pas choisi la bonne option. Par exemple, on a fait ce qu'on appelle single shot, c'est-à-dire que le scanner mesure un point et après il passe au point suivant. Et ce qui aurait pris plus de temps mais aurait été beaucoup mieux, c'est de faire du 3 coups ou 5 coups. C'est-à-dire que le scanner mesure 3 ou 5 fois ou 10 fois le même point, ça prend plus de temps, et après il fait la moyenne. Et ça aurait donné des surfaces. C'est ce que là, quand on regarde, quand on va très très près, on avait choisi une résolution de 7 mm. C'est-à-dire, on fait en sorte que tous les points sont espacés horizontalement et verticalement de 7 mm. Mais ils sont à des profondeurs très variables. Et ça donne des surfaces, quand on le regarde de très près, un peu comme des cristaux de sel ou de sucre. Donc ça joue, oui. On aurait mieux fait de prendre une résolution beaucoup plus espacée, mais de mesurer plusieurs fois le même point et de faire la moyenne. Ça, c'est des choses qu'on a vues à l'expérience. Mais les machines sont de plus en plus rapides, ça c'est vrai. Et oui, normalement, ce sont deux collègues qui travaillent là-dessus. Marc Pirot de Céligny, qui devait venir en Syrie. Si on n'avait pas eu les difficultés, enfin, si la Syrie ne connaissait pas les difficultés qu'elle connaît maintenant, il serait venu et pour tester cette technique à partir des photos, oui. On a l'impression que la technologie laser fait des progrès phénoménaux, mais que c'est presque vain parce que ça va être supplanté par la photo. Mais enfin, nous, on changera de technologie quand elle sera au point. Ben, ce que je voulais dire, d'abord, vous remercier pour votre patience euh, et que là, je peux difficilement faire des plans pour l'avenir, mais que nous sommes ouverts à toute collaboration. C'est-à-dire que notre mission est ouverte à qui est intéressé. Il suffit de voir que ce soit pour la fouille, comment dire, en bonne et due forme, ou pour des travaux liés au relevé ou à la topographie. Euh, si vous êtes intéressé, on peut toujours envisager. Je le dis sincèrement, quoi. Je ne garantis pas qu'on puisse ouvrir nos portes, mais enfin, on est intéressé à la collaboration et la collaboration internationale.